La pluie de novembre tambourinait contre les vitres de mon petit appartement dans le 11e arrondissement de Paris. Les gouttes traçaient des chemins sinueux sur le verre, comme les larmes que je n'arrivais plus à retenir. J'étais assis à ma table de cuisine bancale, celle que j'avais achetée d'occasion il y a 10 ans dans une brocante de Belleville, une tasse de café refroidissant entre mes mains tremblantes. L'appartement sentait l'humidité et la solitude. 2 pièces sous les toits, avec une vue imprenable sur la cour intérieure où Madame Dubois étendait son linge tous les matins à 8 heures précises. C'était ici que j'avais échoué après mon divorce, quand la musique ne rapportait plus assez pour payer le loyer de notre ancien 3 pièces dans le 15e. Mon téléphone vibra sur la table, faisant sursauter le chat du voisin qui dormait sur le rebord de ma fenêtre. Le nom de Julien s'afficha sur l'écran fissuré de mon vieux smartphone. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Cela faisait 3 semaines que mon fils ne m'avait pas appelé, 3 semaines que je comptais les jours, en espérant de ses nouvelles. « Papa ?» Sa voix était tendue, presque froide, si différente du petit garçon qui m'appelait autrefois en courant dans mes bras. « Julien, comment vas-tu, mon grand ? Et Émilie ? Les préparatifs du mariage se passent bien. » J'essayais de masquer mon émotion, de paraître désinvolte, mais ma voix trahissait mon anxiété. Un silence pesant s'installa, électrique, menaçant. Je pouvais entendre le bruit de la circulation parisienne en fond sonore, les klaxons impatients, le grondement des bus. Il devait être dehors, peut-être près de son bureau dans le 8e arrondissement, cette tour de verre où il travaillait comme consultant en finance. « Papa, il faut qu'on parle. » Mon estomac se serra douloureusement. Cette phrase n'annonçait jamais rien de bon. Je la connaissais bien, l'avais prononcée moi-même trop souvent dans ma vie. « Je t'écoute, mon fils. Ne viens pas à mon mariage. » Les mots me frappèrent comme une gifle en plein visage. Ma tasse glissa de mes mains engourdies et se brisa sur le carrelage jauni de la cuisine, éclaboussant mes chaussettes trouées de café tiède et amer. « Quoi ? Julien ? Qu'est-ce que tu dis ?» Ma voix n'était plus qu'un murmure brisé. « Tu as très bien entendu. Ne viens pas samedi. Émilie et moi, on ne veut pas de toi là-bas. On ne veut pas que tu gâches notre plus beau jour. » Le monde basculait autour de moi. Les murs de mon petit appartement semblaient se resserrer, m'étouffer. Mais c'est ton mariage, Julien. Je suis ton père. J'ai le droit d'être là. Tu es peut-être mon père biologiquement, mais tu n'as jamais été là quand j'avais besoin de toi. Toujours en tournée, toujours tes concerts minables, ta musique de seconde zone qui passait avant tout. Même avant moi, même avant maman. Chaque mot était un coup de poignard. Je me levais péniblement, enjambant les morceaux de porcelaine blanche éparpillés sur le sol. Julien, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Des erreurs ? Il ricana amèrement, et dans ce rire, je reconnus ma propre amertume d'autrefois. Tu as raté mon premier pas, mes premiers mots, ma remise de diplôme du lycée, mes matchs de foot, ma première rupture amoureuse. Tu as raté ma vie entière, papa. Littéralement entière. Les larmes me montèrent aux yeux, brûlantes, salées. J'essayais de vous faire vivre correctement, ta mère et toi. La musique, c'était mon métier, mon rêve. Je pensais que... Ton obsession, tu veux dire. Ta fuite en avant permanente. Maman est partie à cause de ça. Et maintenant c'est mon tour. Je ne veux plus de cette douleur dans ma vie. Je veux construire quelque chose de solide avec Émilie. Quelque chose de vrai. Julien, s'il te plaît, donne-moi une chance. Une dernière chance. C'est décidé, papa. Le mariage aura lieu à la mairie du 16e à 14 heures, puis la réception au château de Malmaison. Mais toi, tu n'y seras pas. Nous serons heureux sans toi, comme nous l'avons toujours été. Au revoir. Il raccrocha brutalement. Je restais là, le téléphone collé à l'oreille, écoutant la tonalité monotone qui résonnait comme un glas. Dehors, Paris continuait sa vie trépidante, indifférent à mon monde qui venait de s'écrouler dans un fracas silencieux. Cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. Assis dans mon fauteuil élimé acheté aux puces de Saint-Ouen, je regardais les photos éparpillées sur la table basse branlante. Julien bébé dans mes bras à la maternité Saint-Antoine, ses petits poings serrés comme s'il se battait déjà contre le monde. Julien à 3 ans sur mes épaules au jardin du Luxembourg, pointant du doigt les canards sur le bassin octogonal. Julien, adolescent boutonneux mais souriant à côté de ma guitare Martin, celle que j'avais économisé 2 ans pour m'offrir. Quand avait-il cessé de sourire en me voyant?
Quand ses yeux avaient-ils perdu cette lumière d'admiration qui me donnait l'impression d'être le héros de son enfance? Je me souvenais parfaitement de ce jour de mai 2010. Un samedi ensoleillé, l'air sentait les marronniers en fleurs. Julien avait 13 ans, et son équipe de football du club de Boulogne jouait la finale du championnat départemental sur les terrains de Vincennes. Il m'avait supplié de venir, ses yeux verts, les yeux de sa mère, brillants d'espoir. « Papa, tu me promets que tu seras là? Tous les autres pères y seront, même le père de Kevin, et pourtant il travaille le samedi. S'il te plaît, papa, c'est important pour moi. » « Bien sûr, mon grand, je ne raterai ça pour rien au monde. Tu es mon champion. » J'avais même acheté une écharpe aux couleurs du club, bleu et blanc, que je comptais agiter fièrement dans les gradins. Mais le vendredi soir, à 23h passées, mon agent m'avait appelé. Philippe Mercier, la voix éraillée par 30 ans de cigarettes et de négociations âpres. Une opportunité inespérée. Remplacer au pied levé un chanteur malade pour un concert à Marseille, dans une salle de 1000 places. Un cachet de 3000 € qui pouvait nous sortir des difficultés financières qui m'étouffaient depuis des mois. « Pierre, tu ne peux pas refuser. C'est maintenant ou jamais. Le producteur connaît du monde. Ça peut relancer ta carrière. » J'avais choisi l'argent et l'illusion d'un avenir meilleur, comme toujours. Le samedi matin, j'avais expliqué à Julien que j'avais un empêchement professionnel urgent. Ses épaules s'étaient affaissées. Son regard s'était voilé. Il avait hoché la tête sans un mot, avec cette résignation d'enfant qui a appris à ne plus espérer. « C'est pas grave, papa. De toute façon, j'avais pas vraiment envie que tu viennes. » Mais son mensonge était pire que ses reproches. Son équipe avait gagné 2-1. Julien avait marqué le but de la victoire à la 99e minute. Je l'avais appris par Isabelle qui m'avait envoyé un SMS laconique. « Il a gagné, sans toi, comme d'habitude. » Julien ne m'avait pas adressé la parole pendant une semaine entière. Quand il avait fini par me parler de nouveau, quelque chose d'essentiel dans ses yeux avait changé à jamais. La confiance avait fait place à la résignation, puis à l'indifférence. À 3h du matin, les yeux brûlants de fatigue et de larmes, je sortis ma guitare de son étui usé. Mes doigts calleux trouvèrent automatiquement les accords d'une mélodie que je composais depuis des années sans jamais la finir. Une berceuse douce et mélancolique que je fredonnais à Julien quand il était petit et qu'il faisait des cauchemars, quand les monstres sous son lit l'empêchaient de dormir. « Dors, mon petit prince, papa veille sur toi. » Sauf que je n'avais pas veillé. J'avais été absent, physiquement et émotionnellement, chassant des rêves de gloire qui s'éloignaient toujours un peu plus. La guitare vibrait doucement dans le silence de la nuit parisienne. Au loin, j'entendais le ronronnement des derniers métros de la ligne 11. Les pas pressés des noctambules sur les pavés mouillés de la rue de la Roquette. Samedi matin, je me réveillais recroquevillé sur le canapé défoncé, la guitare encore serrée contre ma poitrine, comme un naufragé s'accroche à une bouée. Mon dos me faisait atrocement mal, mais cette douleur physique n'était rien comparée à celle qui me déchirait le cœur. 14h. Dans quelques heures seulement, mon fils unique se marierait sans moi, effaçant définitivement ma présence de sa vie. Je pris une douche brûlante dans ma salle de bain minuscule, me rasai avec soin devant le miroir piqué qui me renvoyait l'image d'un homme de 55 ans, aux tempes grisonnantes et aux yeux cernés. J'enfilai mon plus beau costume, le seul qui me restait en fait, celui que j'avais acheté aux Galeries Lafayette, spécialement pour l'occasion. Un costume bleu marine qui m'avait coûté 2 cachets de bar, avec une cravate en soie bordeaux que Julien m'avait offerte pour mes 50 ans. « Elle te va bien, papa ? Tu as l'air distingué. » C'était il y a 5 ans. Nous étions encore capables de nous parler sans nous blesser. À 13h30 précise, je me retrouvais devant la mairie du 16e arrondissement. Ce bâtiment imposant de style néoclassique qui dominait la place. Caché derrière un platane centenaire, j'observais de loin les invités élégamment vêtus qui gravissaient les marches de marbre blanc. Je reconnus la famille d'Émilie. Sa mère, une femme distinguée aux cheveux argentés. Son père en costume prince de Galles. Ses grands-parents appuyés sur leur canne. Quelques amis de Julien que j'avais croisés autrefois, du temps où il acceptait encore de me présenter aux gens. Mon ex-femme, Isabelle, apparut dans une robe rose poudrée qui la rajeunissait. À 52 ans, elle était toujours aussi belle, avec cette élégance naturelle qui m'avait séduit 25 ans plus tôt dans ce café de Saint-Germain où elle corrigeait des copies de ses élèves. Elle souriait, serrait des mains, embrassait des joues, parfaitement à sa place dans ce monde d'où j'étais désormais exclu.
Puis Julien apparut, et mon souffle se coupa. Il était magnifique dans son smoking noir sur mesure, plus grand que dans mes souvenirs, les épaules droites et sûres de lui. Il avait hérité de mon nez légèrement aquilin et des yeux verts de sa mère. Mais surtout, il portait sur son visage cette sérénité que je n'avais jamais eue. Il souriait, serrait des mains, embrassait des joues, acceptait les félicitations avec une grâce naturelle. Heureux, rayonnant, complet, heureux sans moi. Je restais là, planté derrière mon arbre comme un voyeur de ma propre vie, comme un fantôme qui hante les lieux de son ancienne existence. Les passants me regardaient avec curiosité, cet homme en costume qui fixait la mairie avec des yeux de chien battu. Quand Émilie arriva dans sa robe blanche vaporeuse, descendant d'une Bentley décorée de fleurs blanches, mon cœur se serra à m'en couper le souffle. Elle était éblouissante, rayonnante de bonheur, avec ce sourire confiant des femmes qui savent qu'elles vivent le plus beau jour de leur vie. Julien la regardait s'avancer vers lui comme s'il découvrait l'amour pour la première fois, avec cette intensité, cette présence totale que je n'avais jamais su lui donner. Ils disparurent dans la mairie, suivis de leur cortège joyeux. Je m'assis sur un banc public et attendis, comptant les minutes qui s'égrenaient comme autant de coups de poignard. 43 minutes plus tard exactement, ils ressortaient, mari et femme, sous une pluie de riz parfumé et de pétales de roses blanches. C'est alors que Julien tourna la tête dans ma direction, peut-être attiré par mon immobilité au milieu du mouvement général. Nos regards se croisèrent à travers la foule des invités. L'espace d'une seconde qui me parut durer une éternité, je vis de la surprise dans ses yeux, puis quelque chose qui ressemblait à de la tristesse, ou peut-être à de la pitié. Mais Émilie l'entraîna vers la voiture qui les attendait pour les emmener au château de Malmaison, et le moment fut brisé comme un rêve au réveil. Le soir même, je me retrouvais au Blue Note, ce petit bar de jazz enfumé dans le Marais où je jouais parfois pour quelques euros et des verres gratuits. Un sous-sol voûté du XVIIe siècle avec des murs de pierre suintant l'humidité et l'histoire, des tables bancales et une ambiance de fin du monde qui me convenait parfaitement. Marcel, le propriétaire, un ancien saxophoniste qui avait connu les beaux jours de Saint-Germain dans les années 80, me connaissait depuis 20 ans. Il savait lire sur mon visage comme dans un livre ouvert. « Tu as une tête d'enterrement, Pierre. Même pire que d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait que quelqu'un vient de tuer ton chien. » Je lui racontais tout en sirotant un whisky bon marché qui brûlait la gorge. La conversation avec Julien, le mariage auquel je n'étais pas convié, cette douleur sourde qui me rongeait les entrailles depuis des heures. Marcel m'écoutait en astiquant ses verres, hochant parfois la tête avec cette sagesse désabusée des hommes qui ont vécu. « Tu sais quoi, Pierre ? J'ai une idée complètement folle. Tu sais que le château de Malmaison organise parfois des concerts privés pour leur réception ? Et alors ? Je ne voyais pas où il voulait en venir. Et alors, il se trouve que le pianiste jazz prévu pour ce soir a eu un accident de voiture ce matin en venant de Normandie. Une collision sur l'A13, rien de grave, mais il a le poignet cassé. Les organisateurs cherchent désespérément un remplaçant. Mon cœur s'emballa soudain. Tu ne penses tout de même pas que tu pourrais jouer au mariage de ton fils sans qu'il le sache ? Si, c'est exactement ce que je pense. Tu connais Marie-Claire Dubois, la responsable événementielle du château. Elle te doit un service. C'était vrai. L'année dernière, j'avais dépanné Marie-Claire pour un mariage princier russe quand son orchestre habituel avait fait faux bond au dernier moment à cause d'une intoxication alimentaire collective. Une soirée mémorable où j'avais joué 12 heures d'affilée pour 3000 invités survoltés à la vodka. C'est de la folie pure, Marcel. Si Julien me reconnaît, il ne te reconnaîtra pas. Tu me l'as dit toi-même, il ne te regarde plus depuis des années. Pour lui, tu es déjà invisible. Alors autant que ce soit utile. Marcel avait cette façon brutale de dire les vérités qui font mal. Parfois, il faut être fou pour sauver ce qui nous tient le plus à cœur. Et qu'est-ce que tu risques qu'il te déteste encore plus ? À 19h, après 3 coups de fil fébrile, je me tenais dans les cuisines du château de Malmaison, guitare en main, vêtu de la tenue noire réglementaire des musiciens d'ambiance. Marie-Claire, une quinquagénaire efficace aux cheveux tirés en chignon strict, m'avait briefé rapidement tout en surveillant les derniers préparatifs. « Pierre, tu es sûr de toi ? Si le marié te reconnaît et fait un scandale, c'est ma réputation qui en pâtira. Le château de Malmaison, ce n'est pas n'importe quoi.
Il ne me reconnaîtra pas, Marie-Claire. Je te le promets. Il ne m'a pas vraiment regardé depuis des années. La phrase me brûla les lèvres en sortant. Mais c'était la vérité. La salle de réception était à couper le souffle. Les lustres en cristal de baccarat illuminaient les tables dressées avec un raffinement princier. Nappes de lin blanc, argenterie ancienne, composition florale d'orchidées blanches et de roses de jardin. 150 invités en tenue de soirée bavardaient joyeusement, leur rire cristallin résonnant sous les hauts plafonds ornés de dorures du Premier Empire. Installé dans un angle de la salle, près d'une fenêtre donnant sur les jardins à la française, je commençais à jouer. Du jazz doux et sophistiqué, des standards français réarrangés, quelques compositions personnelles discrètes. Rien qui puisse attirer l'attention sur moi. Je n'étais qu'un élément du décor, un fond sonore élégant, invisible comme je l'avais toujours été dans la vie de mon fils. Mes doigts couraient sur les cordes avec cette aisance que donnent 30 ans de métier. Mais mes yeux ne quittaient pas Julien. Il évoluait au milieu de ses invités avec une aisance naturelle, racontant des anecdotes qui faisaient rire, trinquant avec ses amis, embrassant les tantes d'Émilie. Il était parfaitement à sa place dans ce monde bourgeois et raffiné, ce monde que je n'avais jamais su lui offrir. Julien et Émilie ouvrirent le bal sur La vie en rose, d'Édith Piaf, que j'interprétais dans une version jazz épurée. Il tournoyait sur le parquet ciré avec une grâce naturelle, elle dans sa robe vaporeuse, lui dans son smoking impeccable. Il la regardait avec tant d'amour pur et intense que j'en eus les larmes aux yeux. Quand l'avais-je regardé ainsi? Quand lui avais-je accordé cette attention exclusive, cette présence totale qui illumine un visage? Jamais. La réponse était cruelle mais limpide. Les plats se succédaient, servis par des serveurs en gants blancs, foie gras de canard sur pain d'épices, Saint-Pierre aux truffes, côte de bœuf au cèpe, fromage affiné par Laurent Dubois. Je jouais en sourdine, regardant cette assemblée raffinée savourer un bonheur auquel je n'avais pas droit. Vers 20 heures, l'animateur, un homme distingué en costume 3 pièces, prit le micro doré. « Mesdames et messieurs, l'heure est venue pour quelques témoignages émouvants. Qui souhaite dire quelques mots sur nos merveilleux mariés ?» Plusieurs amis se succédèrent, racontant des anecdotes touchantes sur le couple, leur voyage, leur rencontre dans cette école de commerce où ils avaient étudié. Puis Isabelle se leva gracieusement et un silence respectueux se fit dans l'assemblée. Mon ex-femme était toujours aussi élégante à 52 ans, avec cette prestance naturelle des femmes qui ont su traverser les épreuves sans perdre leur dignité. Je voudrais dire quelques mots sur mon fils, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante d'émotion. Julien a grandi en apprenant très tôt à compter sur lui-même. Son père, elle marqua une pause douloureuse, ses yeux balayant la salle sans me voir dans mon coin d'ombre. Son père était un homme de talent, un musicien doué, mais qui a fait des choix qui l'ont éloigné de nous. Julien a appris de ses erreurs. Il sait être présent pour ceux qu'il aime. Il sait que le succès ne vaut rien si on n'a personne avec qui le partager. Chaque mot était un poignard planté dans mon cœur déjà à vif. Mais elle avait raison. Terriblement, cruellement raison. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Quelque chose qui allait changer le cours de cette soirée, et peut-être de ma vie. Un petit garçon aux cheveux blonds ébouriffés et aux yeux bleus curieux s'approcha timidement de moi. Il devait avoir 6 ou 7 ans, avec cette grâce maladroite des enfants qui découvrent le monde. Il portait un petit costume bleu marine, avec un nœud papillon rouge, légèrement de travers. « Monsieur le musicien, vous pourriez jouer la chanson du Petit Prince qui dort? Celle qui fait pas peur ?» Mon sang se figea dans mes veines. Ma guitare faillit me glisser des mains. « Comment tu connais cette chanson, mon bonhomme ?» C'est cousin Julien qui me la chantait l'été dernier quand j'avais peur des orages, à la maison de campagne de grand-maman. Il m'a dit que son papa la lui chantait quand il était petit comme moi et qu'il faisait des cauchemars. Il connaît tous les mots par cœur. Le monde bascula autour de moi. Julien se souvenait. Malgré tout ce que j'avais raté, malgré toutes mes absences, malgré sa colère et sa déception, il se souvenait de cette berceuse inachevée que je lui fredonnais dans le noir de sa chambre d'enfant. Sans réfléchir, les larmes aux yeux, je commençais à jouer les premiers accords de la mélodie que je n'avais jamais terminée. Ma voix, brisée par l'émotion et les regrets, s'éleva doucement dans la salle fastueuse. « Dors, mon petit prince. Papa veille sur toi, même quand les nuages cachent les étoiles. Mon amour t'accompagne partout où tu vas. Dors, mon petit prince.
N'aie pas peur du noir. Peu à peu, comme un miracle, les conversations s'éteignirent, les rires se turent, les verres se posèrent sur les tables. Tous les regards se tournèrent vers moi, cet homme en noir dans son coin qui chantait avec l'âme à nu. Mais je ne voyais que Julien, immobile au milieu de la piste de danse, les yeux écarquillés de surprise et d'émotion. Il m'avait reconnu. La mélodie se poursuivit, improvisée, mes paroles jaillissant du plus profond de mon âme meurtrie, de mes regrets trop longtemps contenus. J'ai fait des erreurs, j'ai pris de mauvais chemins, j'ai cru que l'amour se chantait de loin, mais tu es mon fils, mon sang, mon chagrin, mon plus beau rêve, mon plus grand regret, et même invisible. Je serai toujours là, dans cette mélodie que tu n'oublieras pas. Quand les dernières notes s'éteignirent dans le silence cathédralique de la salle, un silence absolu régna, chargé d'émotions pures. Julien s'avança lentement vers moi, Émilie accrochée à son bras, ses yeux verts brillant de larmes contenues. « Papa ?» Sa voix n'était plus qu'un murmure d'enfant. Je posais ma guitare contre le mur et me levais, mes jambes flageolantes, mon cœur battant à tout rompre. « Julien, je suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Je ne voulais pas gâcher ton bonheur. Je vais partir. » Non. Sa voix était ferme maintenant, mais empreinte d'une douceur que je n'avais plus entendue depuis des années. Non, ne pars pas. Pas cette fois. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi, si proche que je pouvais voir les larmes qu'il retenait. Tu t'es souvenu de la fin de la chanson. Tu l'as terminée. Je l'ai toujours connue, cette fin. Je n'avais juste jamais eu le courage de la chanter. J'avais peur qu'elle soit trop vraie, trop douloureuse. Émilie, resplendissante dans sa robe de mariée, posa sa main gantée de blanc sur le bras de son mari. Julien m'a souvent parlé de cette berceuse, monsieur. Il la fredonne encore parfois quand il est triste ou inquiet. Il dit que c'est le plus beau souvenir qu'il garde de son enfance. Julien tendit la main vers moi, hésitant, comme s'il craignait que je disparaisse. « Papa, nous pourrions peut-être essayer de rattraper le temps perdu. Je ne dis pas que ce sera facile. Il y a tellement de blessures, tellement de silence. » Je pris sa main tendue, cette main que j'avais vue grandir, que j'avais si peu tenue, qui était devenue celle d'un homme accompli. « Si tu me laisses une chance, une vraie chance, je promets d'être enfin présent, vraiment présent. Plus jamais d'excuses, plus jamais de faux fuyants. Plus de tournées qui passent avant la famille, plus de concerts qui comptent plus que tes proches, plus jamais. Tu es plus important que tous les concerts du monde. Vous êtes plus important. » Il serra ma main plus fort, et pour la première fois depuis des années, je sentis passer entre nous cette connexion qui avait existé autrefois. Alors, bienvenue à mon mariage, papa. Officiellement, cette fois. Les applaudissements éclatèrent dans la salle comme un orage libérateur. Isabelle s'approcha, les yeux brillants de larmes heureuses, et posa une main réconciliatrice sur mon épaule. Pour la première fois depuis notre divorce, nous formions de nouveau une famille, imparfaite mais réunie. Plus tard dans la soirée, quand Julien et Émilie ouvrirent le bal des mariés sur une valse viennoise, Julien me fit signe d'approcher de ma guitare. « Papa, tu veux bien nous rejouer cette chanson? Mais en entier, cette fois, pour qu'Émilie la connaisse aussi. Pour qu'un jour, si nous avons des enfants, ils la connaissent eux aussi. » Je repris ma guitare, le cœur gonflé d'un bonheur que je croyais à jamais perdu. Et sous les lustres scintillants du château de Malmaison, devant cette assemblée émue aux larmes, je chantais pour mon fils la berceuse que j'aurais dû lui chanter tous les soirs de son enfance, tous les matins de ses réveils difficiles, à chaque moment où il avait eu besoin de moi. Cette nuit-là, en rentrant chez moi dans le métro de la ligne 1 qui me ramenait vers Bastille, je ne me sentais plus invisible. J'étais redevenu un père. Il n'était peut-être pas trop tard pour apprendre à l'être vraiment, complètement. Sur ma table de cuisine, la photo de Julien enfant me souriait dans son cadre écaillé. Demain, j'irai en acheter une nouvelle, celle d'un homme heureux le jour de son mariage, avec son père à ses côtés. Enfin, le lendemain matin, je me réveillais plus tôt que d'habitude, comme si mon corps refusait de me laisser replonger dans ce sommeil lourd qui m'avait trop souvent servi d'abri contre la réalité. La lumière douce de l'aube filtrait à travers les rideaux, et je restais allongé quelques instants, écoutant le silence inhabituel de mon appartement. Il n'y avait plus cette sensation de vide écrasant, seulement une étrange paix, comme un souffle nouveau dans ma poitrine. Mon esprit revivait chaque détail de la veille. Le regard de Julien, le sourire discret d'Émilie,
la chaleur de sa main dans la mienne. Cette main, j'aurais pu jurer que je la sentais encore, comme une promesse tangible que tout n'était pas perdu. Je me surpris à fredonner la berceuse en préparant mon café, mais cette fois, ma voix n'était pas brisée par la nostalgie. Elle vibrait d'une émotion différente, une énergie qui ressemblait à de l'espoir. Sur la table, à côté de ma tasse, la vieille photo de Julien enfant semblait me regarder autrement, comme si ce visage figé dans le temps me disait « Tu as encore une chance, ne la gâche pas ». Ce jour-là, j'achetai effectivement un nouveau cadre, mais pas seulement. J'achetai aussi un petit carnet relié de cuir, un stylo à encre bleue, et je pris une décision, écrire à Julien. Non pas un message rapide, pas un simple merci ou désolé griffonné à la hâte, mais une lettre longue, honnête, où je mettrais des mots sur toutes ces années de silence, sur les erreurs que je ne pouvais pas effacer, mais aussi sur tout ce que je voulais reconstruire. Je passais des heures à chercher les mots justes. Parfois, la plume restait suspendue au-dessus de la page, comme si mes doigts avaient peur de libérer ce poids enfoui depuis trop longtemps. Mais je continuais. J'écrivis sur la première fois où je l'avais tenu dans mes bras, sur ces rires d'enfant qui avaient été ma plus belle mélodie, sur les soirs où je l'écoutais dormir derrière la porte de sa chambre, guitare à la main, incapable de trouver le courage d'entrer pour chanter. J'avouais mes fuites, mes lâchetés, mes choix absurdes qu'il avait fait grandir sans moi. Et plus que tout, je lui promis que désormais, ma place serait auprès de lui, peu importe la distance, les obligations ou la peur. Le soir, je pris le métro pour aller déposer la lettre dans sa boîte aux lettres. Il habitait un quartier tranquille, loin du tumulte parisien, dans un immeuble où les enfants jouaient encore dans la cour, en rentrant de l'école. En traversant la rue, je m'arrêtai quelques secondes pour observer les fenêtres éclairées. Je me surpris à imaginer Julien et Émilie assis côte à côte, riant autour d'un repas, construisant leur vie. Une chaleur douce se répandit en moi. Ce n'était pas seulement mon fils que je retrouvais, c'était aussi une famille à laquelle je pourrais peut-être appartenir de nouveau. En glissant l'enveloppe dans la fente métallique, je sentis un poids quitter mes épaules. Ce n'était qu'un premier pas, mais il comptait. La réconciliation ne viendrait pas d'un seul geste, mais de centaines, tous petits, répétés, sincères. Je rentrais chez moi en marchant, sous un ciel d'un bleu profond où les étoiles commençaient à percer. Je levai les yeux, songeant que, quelque part, Julien pouvait voir le même ciel. Et, comme la berceuse le disait, même quand les nuages cachent les étoiles, mon amour l'accompagnerait partout où il irait. Quelques jours plus tard, alors que je n'osais pas encore espérer une réponse à ma lettre, mon téléphone vibra sur la table. Un numéro inconnu. J'hésitais, le cœur battant, avant de décrocher. « Allô ?» Un silence, puis une voix que j'aurais reconnue entre mille. « C'est moi, Julien. » Mon souffle se coupa. « Julien, merci d'appeler. J'ai lu ta lettre. » Il n'en dit pas plus, mais sa voix était chargée de cette émotion qu'aucun mot ne pouvait masquer. J'attendis, redoutant et espérant la suite. Je pense qu'on pourrait dîner ensemble, un soir. Pas pour tout régler d'un coup, mais pour commencer quelque chose. Je fermai les yeux, laissant le poids de cette phrase m'envahir. Ce n'était pas un pardon, pas encore, mais c'était une ouverture, une fissure dans ce mur que j'avais cru infranchissable. « Dis-moi quand ?» répondis-je, la gorge serrée. « Je viendrai, où que tu sois. » Nous fixâmes une date. Le reste de la journée, je vécus comme dans un rêve. Chaque geste banal, préparer un repas, ranger la cuisine, marcher dans la rue, était traversé par cette certitude nouvelle. Il y aurait un prochain chapitre. Le soir venu, je ressortis ma guitare, non pas pour chanter la berceuse, mais pour jouer quelques accords au hasard. Les notes résonnaient différemment. Elles n'étaient plus seulement les témoins de ce que j'avais perdu, mais les prémices de ce que je pouvais encore construire. J'eus alors une idée. Et si j'écrivais une chanson, cette fois non pas pour m'excuser du passé, mais pour raconter un avenir possible. Une chanson où chaque mot serait une promesse tenue, chaque note, une main tendue. Assise à ma table, je griffonnais quelques phrases sur un vieux cahier. Les paroles venaient lentement, comme un fil que je tirais depuis longtemps emmêlé, mais je sentais qu'elles allaient former quelque chose de vrai. Peut-être, le jour de notre dîner, oserais-je lui jouer. Et pour la première fois depuis des années,
J'allais me coucher avec un cœur léger, certain que cette histoire n'était pas finie. Non, elle ne faisait que commencer. Le jour du dîner arriva plus vite que je ne l'aurais cru. J'étais en avance, assis à une petite table dans un restaurant discret que Julien avait choisi. Mes mains jouaient nerveusement avec le bord de la serviette, mon esprit se perdant dans 1000 souvenirs. Et si ce soir n'était qu'une tentative avortée? Et si je n'étais pas capable de réparer? Puis je le vis entrer, accompagné d'Émilie. Il avait cet air à la fois adulte et enfantin, celui d'un homme sûr de lui mais portant encore les traces invisibles de ses blessures. Il s'assit en face de moi, et il n'y eut pas de malaise. Seulement un long moment où nos regards se croisèrent, comme si nous cherchions chacun à lire dans les yeux de l'autre la vérité qu'aucun mot ne pourrait dire. « Merci d'être venu », dit-il simplement. « Merci de m'avoir invité. » Nous parlâmes de tout et de rien au début. Son travail, leur appartement, le mariage, les projets. Puis, peu à peu, la conversation glissa vers des sujets plus profonds. Je lui parlais de mes années en tournée, des soirs de solitude dans des hôtels anonymes, des regrets qui m'avaient hanté plus que les applaudissements ne m'avaient comblé. Il m'écoutait, attentif, sans jugement, mais avec cette gravité qui prouvait qu'il pesait chaque mot. À un moment, je sortis mon téléphone et lui fis écouter quelques secondes de la nouvelle chanson. Il leva les yeux vers moi, surpris. « Tu l'as écrite pour moi? Pour toi? Pour nous? Pour qu'on se souvienne que, quoi qu'il arrive, il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il ne dit rien, mais dans ce silence, j'entendis plus qu'un pardon. J'entendis l'acceptation de ma place dans sa vie. Quand nous sortîmes du restaurant, la nuit était douce et nous marchâmes côte à côte jusqu'à leur voiture. Avant de monter, il se tourna vers moi. « Papa, la prochaine fois, amène ta guitare. » Je restais seul sur le trottoir, les mains dans les poches, le cœur battant fort. Il y aurait une prochaine fois. Et cette fois, je ne laisserai plus rien briser ce lien retrouvé.